de la santé a tout le loisir et toutes les préséances des annonces publiques qui seront faites. Donc, je vous dirais que vous avez un peu un accès privilégié à l'information, mais il y a des choses qui vont être annoncées plus spécifiquement à base d'élus lorsqu'on sera prêt, mais avec le ministère. Donc, rapidement, le contexte. Ça fait déjà presque 20 ans qu'on parle de trouver des façons de faire de la prévention du suicide via les nouvelles technologies. Internet, on le sait, a commencé à se populariser au milieu des années 90. Et rapidement, les organisations actives en prévention du suicide, un peu partout dans le monde, et même au Québec, se sont mis à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces technologies-là pour rejoindre davantage de gens, pour leur offrir des services de prévention du suicide. Donc, dès le début des années 2000, ça a commencé avec les Centres Québec, avec les Centres de prévention du suicide, avec l'Association québécoise de prévention du suicide, qui se sont créés des sites web. C'était la première étape donc, pour être en mesure de diffuser de l'information sur c'est quoi la prévention du suicide, c'est quoi le suicide, c'est quoi le vécu d'une personne qui est suicidaire, les risques, et aussi faire part des ressources d'aide. Donc, où est-ce que si j'ai besoin d'aide, à quel endroit je peux m'adresser. On a aussi commencé à utiliser les réseaux sociaux dans le milieu des années, fin des années 2000, là, à partir du moment où Facebook et autres réseaux sociaux ont commencé à émerger. Donc, de manière aussi à diffuser de l'information et à commencer à rejoindre des gens. Dès 2010, au Québec, on a commencé à se dire, bon, ben, comment est-ce qu'on pourrait, on fait de l'intervention téléphonique depuis déjà 25-30 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait utiliser maintenant les réseaux sociaux, Internet, pour être capable de commencer à faire de l'intervention auprès des personnes suicidaires via les nouvelles technologies. Chat texto aussi commençait à être d'utilité courante à ce moment-là. Donc, il y a eu des groupes de travail qui sont mis en place, notamment chez Suicide Action Montréal, qui est un centre de prévention du suicide pour le territoire de l'île de Montréal. Les centres de recherche aussi, au Québec, par exemple, il y a le centre de crise, le centre de recherche sur le suicide, qui est affilié à l'UQAM, qui a fait des colloques en 2012 pour réfléchir aux enjeux numériques de la prévention du suicide. Et ça commençait à émerger comme ça. Et le ministère de la Santé a mandaté le 6 de l'Estrie à l'époque pour justement faire une revue de littérature, à savoir quelles sont les pratiques émergentes un peu partout dans le monde et c'est quoi l'utilité des outils numériques pour faire la prévention du suicide. Donc, le mandat est octroyé en 2013, donc l'ACPS, le CIS, on a collaboré avec d'autres acteurs au Québec pour faire une recension des écrits, donc voir qu'est-ce que la littérature scientifique dit là-dessus, voir quelles seraient les avenues prometteuses pour le Québec et de soumettre des recommandations au N3S. Donc, en 2014, au début printemps 2014, le C3S UGS de Sherbrooke a publié le rapport d'utiliser les nouvelles technologies pour prévenir le suicide. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le Québec? Donc, plusieurs constats ont émergé là, de ce rapport-là. La pertinence, d'abord, d'aller de l'avant pour informer la population, repérer les personnes vulnérables et intervenir directement auprès de ces personnes-là. Mais il y avait également un besoin de soutenir les milieux, les intervenants. Donc, comment on peut soutenir davantage dans le réseau de la santé, dans le réseau communautaire, les gens qui travaillent auprès des personnes vulnérables au suicide, comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là? Évidemment, le besoin d'évaluer des pratiques de façon à ce qu'elles puissent s'améliorer pour être le meilleur possible. Malheureusement, préparé en avril-mai 2014, à ce moment-là, le contexte, c'est quoi? Le gouvernement, il y a des élections, le nouveau gouvernement est élu, et c'est la réforme du réseau de la santé. Donc, évidemment, les priorités n'étaient plus là, et ce rapport-là a été tabletté, il n'était jamais publié. Tout simplement, le contexte ne s'y prêtait plus. Donc, nous, à ce moment-là, constatant ça, on a pris un pas de recul parce qu'on était très, sans dire craqués, on était très enthousiastes par rapport à cette opportunité-là. Donc, on a commencé à faire vraiment beaucoup de représentations auprès des élus pour continuer. Constamment, quand on parlait dans les médias, on nous demandait qu'est-ce qu'il faut faire en prévention du suicide, on abordait cette question-là, de dire notamment qu'on est en retard significativement sur l'utilisation des outils numériques, alors qu'au Québec, généralement, en matière de prévention du suicide, on est quand même assez bien organisé. Si on peut comparer à d'autres organisations de santé ailleurs au Canada, par exemple. Mais de ce côté-là, on était vraiment en retard.
Et il est arrivé un événement très malheureux, mais qui a été un peu, je dirais, un point de bascule, un point tournant, c'est le suicide du fils d'Alexandre Taillefer. Et rapidement, quelques mois après, Alexandre Taillefer fait une déclaration, tout le monde en parle, disant que c'est pas normal qu'on soit capable d'acheter, d'aller pour magasiner des souliers, puis pendant 3 semaines après, on soit des publicités de souliers. Donc, c'est pas normal qu'on soit pas capable de faire ça, mais pour des personnes qui sont vulnérables au suicide. On a approché M. Taillefer. En 2017, notre semaine de prévention du suicide avait été orientée, avec Alexandre Taillefer comme porte-parole, avait été orientée vers l'utilisation des produits numériques. Et quelques mois après, quelques semaines, mais je dirais après, c'est là qu'on a eu l'annonce de la stratégie numérique en prévention du suicide. Donc, cette annonce-là s'est faite le 28 mars 2017. Le gouvernement annonçait un investissement de 5 millions sur 10 ans pour permettre le développement d'une stratégie numérique en prévention du suicide. Et le mandat qui était donné à l'Association québécoise de prévention du suicide, c'était de mettre en place une plateforme web qui informerait à propos du suicide, qui permettrait de repérer les personnes suicidaires et les diriger vers les ressources d'aide, offrir de l'aide à la personne suicidaire qui répond moins bien aux ressources traditionnelles et augmenter la visibilité de certaines ressources. Donc, vraiment basé sur les recommandations du rapport du Swiss Estricius. Donc, nous, à ce moment-là, dès qu'on a reçu le mandat, ça a pris quelques semaines, on a embauché un chargé de projet pour démarrer les travaux. Et ce qu'on a décidé de faire pour la première année, donc on a travaillé l'année 2017-2018, on a notamment donné un mandat. Pour ça. Donc, on voulait entrer justement le développement de la stratégie numérique dans un processus de prise de décision fondé sur des preuves scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un comité aviseur composé de gens issus du milieu de la recherche, du milieu de l'intervention et du milieu technologique. Donc, 3 recherche et intervention, beaucoup d'atomes crochus, beaucoup d'expériences de collaboration par le passé, mais avec le milieu technologique, c'était une première. Donc, il a fallu s'ajuster avec ça. On a mandaté le Centre de recherche sur le suicide, le CRIS, à l'UQAM, pour mettre à jour les connaissances scientifiques sur les pratiques prometteuses numériques. On a mandaté le C3S, non, maintenant le Swiss Estricius, d'effectuer un portrait des pratiques numériques au Québec et ailleurs dans le monde. Parce que oui, on peut faire de l'intervention en ligne, mais ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire. Et il y avait déjà beaucoup d'organisations partout au Québec qui avaient déjà commencé à expérimenter des pratiques. D'évaluer les besoins des intervenants, de la population, des gardes de la prévention du suicide à l'ère numérique et d'identifier des facteurs contextuels qui pourraient justement avoir un impact sur toute l'implantation de la stratégie. Donc, alors, c'est ça, mais mon équipe au CIUS de l'Estricius, on a eu le mandat d'aller documenter, dans le fond, les pratiques actuelles qu'il y avait à cette époque-là. Dans le fond, je disais pas, ça fait 2 ans, mais c'est quasiment ça maintenant. Donc, en automne 2017, quels étaient les services numériques et les nouvelles technologies qui étaient utilisées au Québec. On a eu aussi le mandat d'aller voir c'était quoi les initiatives porteuses qu'il y avait au niveau régional, au niveau local, régional et régional. L'autre mandat qu'on a eu, c'était d'aller documenter les services numériques qui étaient souhaités par les intervenants sur le terrain. Donc, on voulait voir quels étaient les objectifs que devait poursuivre la stratégie. C'était quoi les modalités numériques les plus adaptées à la réalité du terrain et aux groupes les plus vulnérables. Après ça, on est allé voir aussi quelles étaient les priorités, les prises d'action qui étaient souhaitées. Et finalement, on voulait voir quels étaient les défis, les conditions facilitantes, donc les besoins et les préoccupations des gens sur le terrain et les conditions qui pourraient faciliter le déploiement de la stratégie. Puis les consultations qu'on a menées, dans le fond, ils ont permis aux gens sur le terrain d'être mobilisés par rapport à la stratégie, puis ça leur a permis aussi de pouvoir donner leur avis dès le début de la mise en action de la stratégie. Alors, les consultations qui ont été réalisées, il y a eu un sondage électronique qui a été fait auprès de différentes personnes, soit dans le réseau de la santé, soit dans les centres de prévention du suicide, même dans les établissements autochtones. Donc, on est allé voir des gestionnaires, des intervenants, des médecins aussi. On a eu 883 répondants à ce sondage électronique-là, qui étaient, dans le fond, dans 17 régions du Québec. Après ça, on a eu des entrevues qui ont été réalisées avec encore des gestionnaires, des intervenants du réseau. Et puis, il y a eu 13 régions qui ont été représentées dans le cadre des entrevues. Il y a eu des consultations, mais en fait des groupes de discussion avec des acteurs intersectoriels dans 7 régions du Québec. Donc, il y a eu la capitale nationale, Saguenay, Terre-Qui, Nord du Québec, l'Estrie, Montréal et la Mauricie. Et c'était super intéressant ces consultations-là parce que ça a vraiment permis de mobiliser les gens sur le terrain
Et c'était vraiment même touchant de voir les gens qui étaient mobilisés. Il y a eu des bénévoles dans ces consultations-là, des gens qui ont été touchés de près par le suicide. Et ça permet aux gens de pouvoir vraiment exprimer leurs besoins, leurs préoccupations et qu'est-ce qu'ils souhaitaient par rapport à la stratégie. Donc, il y a également eu des groupes de discussion avec les directeurs généraux des centres de prévention du suicide. Ça s'est déroulé à Montréal. Et puis, il y a eu un sondage électronique qui n'était pas porté par notre équipe, mais qui était réalisé en collaboration avec une entreprise de Montréal qui le fait bénévolement pour aller rejoindre les gens en général. Donc, c'était disponible sur le web, un peu partout sur les médias sociaux, pour que les gens pouvaient répondre aux questionnaires. Par la suite, dans le fond, ce que ça a donné, c'est que le premier grand bloc, c'est le portrait des pratiques actuelles. Donc, on voulait voir c'était quoi l'impact de l'émergence des technologies. On voulait voir c'était quoi les technologies qui étaient utilisées. C'était quoi les initiatives qu'on pouvait recenser là, dans la province. C'était quoi les services numériques qui étaient déjà en place. Alors, ce que ça a donné, c'est que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un impact considérable de l'émergence des technologies sur les comportements des personnes suicidaires et sur l'intervention en prévention du suicide. Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'informations pro-suicide ou potentiellement nuisibles qui circulaient sur Internet. Il y avait beaucoup d'activités de sensibilisation sur Internet et via les médias sociaux qui permettent de mieux rejoindre certaines clientèles. Est-ce que tu m'entends? Ça va? OK. Après ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un accès en tout temps à de l'information fiable à propos de la prévention du suicide et des services, donc il y avait tous les types d'informations. Après ça, on s'est rendu compte que les technologies pouvaient rejoindre l'usager malgré la distance géographique. On s'est rendu compte aussi que ça pouvait permettre des échanges plus libres, sans tabou, à propos du suicide avec les services numériques et que ça pouvait faciliter les suivis dans certains cas, parce qu'il y a même des clients qui demandaient à leurs intervenants est-ce que c'est possible pour toi de faire un suivi à distance, donc pour faire un suivi post-crise. Après ça, dans le fond, l'autre constat qu'on a vu, c'est que les TIC sont actuellement très peu utilisés. Ils étaient très peu utilisés en intervention, en prévention du suicide. Donc, c'était vraiment utilisé à la pièce. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des intervenants qui pouvaient utiliser leur téléphone personnel pour faire, dans le fond, pour avoir un contact privilégié avec certains de leurs clients. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des pages web ou des pages Facebook qui étaient utilisées dans certaines communautés pour faire du repérage auprès de la population, principalement dans certaines communautés autochtones. C'est ça qui se passait, c'est qu'on demandait aux personnes de la communauté d'être vigilants et de pouvoir rapporter s'il y avait des propos qui étaient échangés. Mais c'était très peu utilisé vraiment spécifiquement en prévention du suicide. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait certains services numériques d'intervention par clavardage, par courriel texto, qui étaient déjà implantés dans la province, mais pas spécifiquement pour la prévention du suicide. C'était principalement destiné aux jeunes, à l'ensemble de la population, aux personnes suicidaires, à leurs proches, aux intervenants, aux médecins, à une population autochtone. Dans le fond, c'est peut-être, comme quel jeune j'écoute utilise déjà les plateformes numériques. Donc, il y avait aussi différents, dans le fond, on avait répertorié différents outils comme l'intelligence artificielle aussi. Il y a des entreprises qui développent ce type de technologie actuellement. Donc, on a fait une recension de ce qui se faisait que vous pouvez consulter dans le document ici. Il y a des entreprises actuellement qui travaillent à développer des robots conversationnels qui viseraient à faire une intervention complète avec une personne suicidaire. C'est très confrontant pour le milieu de l'intervention qui est habitué évidemment à des pratiques qui ne sont pas celles-là. Mais ça reste qu'il y a des opportunités. Ça remplacera probablement jamais un intervenant, mais il y a des opportunités très intéressantes, je vous dirais, en guillemets, par rapport à ça. Nous, on ne l'intègre pas on n'intégrera pas ces opportunités-là à court terme dans la stratégie numérique, mais il reste que c'est des outils qui éventuellement risquent de devenir quand même très performants et qui pourraient permettre de rejoindre davantage de gens. Moi, j'en ai testé un justement durant ce mandat-là, puis c'était des questions qui étaient posées, puis ça s'en allait comme en entonnoir, puis après ça référait à un centre de prévention du suicide. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites de l'intelligence artificielle. Et finalement, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un service de soutien par clavardage qui avait récemment été implanté au Québec. Pas spécifiquement en prévention du suicide, mais ça s'est fait. Puis c'était, je ne me souviens pas, c'est l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec qui font de l'écoute active dans plusieurs régions. Ils ont développé il y a 2 ans des services de clavardage. Je ne sais pas, par exemple, si c'était 24/7, parce qu'il y avait des enjeux justement personnels à cette époque-là. Donc, c'était vraiment des heures ciblées, puis mais c'était pas 24/7. Alors, porter des services numériques souhaités par les acteurs terrain durant la consultation, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui devrait être mis en place au plan numérique, c'était qui la clientèle qui bénéficierait des services numériques, c'était quoi les objectifs que devrait poursuivre la stratégie,
et c'était quoi les priorités, les pistes d'action à privilégier. Alors, ce que les gens ont dit durant la consultation, ce qui était souhaité, c'était un site Internet centralisé qui pouvait poursuivre plusieurs objectifs dans une seule plateforme. Donc, ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent être sensibilisés, informés et que les gens pouvaient pouvoir, dans le fond, discuter via clavardage. Donc, c'est vraiment ça qui ressortait très fortement. Ce que les gens aussi ont dit, c'est que les médias sociaux devaient être utilisés comme un lieu incontournable pour repérer et offrir de l'aide, notamment auprès des jeunes. Ça a été vraiment répété. Et puis, les professionnels, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils étaient très favorables à toutes les modalités numériques, là, j'ai mis en gras, mais ça devait être en soutien à leur pratique. Et elles ne doivent pas remplacer les services traditionnels, elles doivent être complémentaires. Donc, c'est sûr qu'il y a certains intervenants qui voyaient l'arrivée du numérique comme quelque chose de très confrontant, parce que quand on est habitué de faire de l'intervention face à face, de devoir faire une intervention sur le chat, là, ça peut devenir très confrontant. Donc, c'est sûr que ça... Je ne dis pas que c'est une résistance, mais les gens étaient vraiment favorables, mais comme ça pouvait devenir un outil complémentaire à l'intervention qu'il y avait sur le terrain. Par la suite, la question qu'on a posée, c'était à quelle clientèle, dans le fond, ça pourrait bénéficier des services numériques. Puis sans surprise, c'est sûr que c'était les jeunes, les proches inquiets, les adultes en général, les citoyens de régions éloignées, parce que des fois, c'est difficile d'avoir accès à des services, donc ça pouvait permettre de remettre ces personnes-là. Les communautés autochtones également, parce qu'on avait vraiment un volet pour aller sonder ce qui se passait dans les communautés autochtones. Puis dans le fond, ce que ça voulait dire aussi, c'était pour tout le monde, mais comme étant un outil complémentaire au service numérique. Les objectifs que devrait poursuivre la stratégie numérique, dans le fond, quand on a fait les consultations là, à travers le Québec, on a demandé aux gens de prioriser certains objectifs. Puis après ça, on a mis ça en commun pour avoir des objectifs pour le Québec. Et puis, ce que ça disait vraiment, c'était de repérer les personnes suicidaires et les personnes vulnérables au suicide, notamment via les médias sociaux. C'est de rejoindre les usagers qui sont moins enclins à utiliser les services d'aide traditionnels, les jeunes entre autres, et d'assurer l'accès à un soutien psychosocial 24/7 autre que le téléphone. Donc, c'était les objectifs qui revenaient le plus souvent. Les pistes d'action qui étaient à privilégier, ce que les gens disaient, c'était que le repérage des personnes suicidaires sur Internet, c'est un incontournable, donc c'est directement en lien avec l'objectif dont je vous ai parlé avant. Donc, tantôt, tu parlais des programmes Sentinelle, je pense que c'est un peu en lien avec ça, de comment repérer les gens qui sont en détresse sur les médias sociaux, entre autres. Et qu'une attention particulière soit accordée aux services de prévention du suicide destiné aux jeunes. On disait vraiment définir avec eux leurs besoins spécifiques et leurs préférences, parce que c'est pas la même réalité. Là. Si vous avez des jeunes, c'est pas du tout la même façon de fonctionner, même le langage. Tantôt, on parlait du langage utilisé sur Internet d'un jeune versus nous, c'est pas la même chose. Il faut vraiment être alerte là, à mieux définir les besoins des jeunes vraiment avec eux. Après ça, on disait que les différents outils numériques puissent communiquer facilement entre eux. Donc, c'était dans le fond, de créer des alertes, des bascules entre les différentes plateformes qui existent déjà, puis des références directes entre les services. Finalement, on vient encore avec l'accessibilité, c'est que une plateforme centralisée permet d'informer, de sensibiliser, d'offrir un service numérique 24/7 par clavardage, texto, courriel. On a également sondé les défis, les enjeux, les préoccupations des gens sur le terrain. Alors, il y avait beaucoup de considérations, de préoccupations qui revenaient sur vraiment les ressources humaines, donc comment l'intervention va se faire. Il y avait également la responsabilité professionnelle des intervenants à l'égard de la façon d'intervenir via les médias sociaux, via le clavardage. Et ça, c'était des questions qui revenaient souvent. On parlait également de comment on peut assurer la sécurité d'une personne qui chatte avec nous. C'était vraiment une préoccupation des intervenants. Il y avait l'éthique, de comment on intervient comme ça. Il y avait quelles seront les ressources qu'on va avoir pour mener à bien cette stratégie-là. L'accessibilité aux technologies aussi, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à des données facilement. C'est comme tout dépendant des clientèles, ça peut être plus difficile de rejoindre via les médias sociaux, via le clavardage. Et finalement, les spécificités de certaines clientèles. Donc ça, c'était des préoccupations qui étaient nommées. Les conditions facilitantes, c'était vraiment en lien avec ça. Donc, c'était la formation et l'encadrement des intervenants. C'était vraiment quelque chose qui était prioritaire. Après ça, il y avait les arrimages entre les paliers de gouvernement. Donc, c'était consolider les services qui étaient déjà offerts puis développer les nouveaux en misant sur des structures qui étaient déjà en place. Et finalement, voir à peut-être ajouter des ressources supplémentaires. Quand on se disait que les intervenants qui vont agir sur le clavardage, souvent, ils vont peut-être plus jeunes parce qu'ils sont déjà nés avec ça. Tandis qu'un intervenant, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qui fait l'intervention psychosociale un à un, c'est peut-être plus difficile d'arriver à faire
cette transition-là. Donc, il y avait ça, donc les RH supplémentaires, le développement des compétences des équipes qui sont déjà ciblées, puis la mise à niveau des équipements technologiques, l'accès à Internet, parce que présentement, je peux juste parler pour le réseau de la santé, c'est déjà très difficile d'avoir des écrans qui sont plus grands que ça, d'avoir accès donc c'est très très difficile d'avoir accès à de la technologie dans le réseau de la santé, entre autres. Donc, je pense même à des sites Internet bloqués, c'est ça. C'est très difficile d'avoir accès à la technologie présentement dans le réseau de la santé. Donc, c'est quelque chose qui doit vraiment être réfléchi et des sommes. On s'est rendu compte qu'il y a des questionnaires qui ont été envoyés dans le réseau de la santé qui ne pouvaient pas avoir accès au site web où on posait le questionnaire, où le questionnaire était hébergé. Donc, ça a compliqué, disons, la consultation. Oui, ils ont bloqué des SurveyMonkey parce que les serveurs sont à l'étranger et tout ça. Donc, mais finalement, la consultation, comme je reviens à ce que je disais au début, ce que ça permet aux gens sur le terrain, aux intervenants de participer à la consultation, d'être à même de pouvoir influencer, de donner leur avis. Et ça a permis de mettre ensemble une approche collaborative et participative pour permettre le déploiement de la stratégie future. Au début, quand le mandat nous a été donné, on a senti beaucoup de réticence dans le milieu, à savoir comment ça se fait. Un, ça a été, on a mandaté la QPS pour le faire, et deux, c'est quoi encore cette patente à gosse-là qui va venir remplacer, qui vise peut-être à économiser de l'argent ou remplacer des ressources humaines, alors que c'est pour ça les besoins, il faut plus de ressources sur le terrain. Puis, je comprends tout à fait cette réaction-là, et c'est pour ça qu'on a justement, avec le CIUS, travaillé à mobiliser les acteurs pour qu'ils se fassent partie de la démarche. D'une part, nous, pour expliquer c'est quoi les objectifs, mais d'autre part, évidemment, aller chercher l'input de la population, des travailleurs sur le terrain, pour être capable de dire comment ils la voient, comment ils l'aperçoivent, qu'est-ce qu'ils veulent en faire dans cette stratégie-là. Donc, au début, il y avait plus de réticence, de ce que j'ai compris. Au début de la démarche de consultation, il y avait beaucoup de réticence. Et au fur et à mesure que ça avançait, l'adhésion commençait à se sentir. Là, les gens voulaient être impliqués, puis voulaient contribuer et reconnaissaient, même pas de façon résignée, mais reconnaissaient la nécessité qu'on est là aujourd'hui et qu'on doit l'utiliser pour faire plus, pour faire mieux, améliorer certaines pratiques. Donc, nous, à partir des travaux qui ont été faits par le CIUS et par le CRIS, qui avait aussi fait une revue de littérature scientifique pour identifier les pratiques prometteuses ailleurs dans le monde, on a essayé de trianguler tout ça. D'une part, pour que la stratégie soit en mesure de répondre aux besoins qui ont été exprimés lors des consultations, donc de voir quelles sont les technologies qui vont nous permettre de répondre à ces besoins-là, mais aussi d'innover. Donc, d'identifier les pratiques qui sont prometteuses, mais qui ne correspondent à aucun besoin qui ont été exprimés, de voir les barrières, puis voir comment est-ce que, justement, on va être capable de prendre ces pratiques prometteuses-là et de les développer et de les rendre disponibles. On souhaite vraiment, et ça, c'est notre ambition qu'on a voulu transmettre à tout le milieu, dire on veut que ce soit innovant et on veut que rapidement, en quelques années, ce soit la stratégie de prévention du suicide en ligne qui soit la plus avancée au point de vue mondial. Il y a déjà beaucoup d'initiatives de prévention du suicide d'ailleurs dans le monde, mais il n'y a rien d'aussi complet que la stratégie que je vais vous présenter à l'instant. Donc, on est très ambitieux. Donc, cette stratégie-là, qu'est-ce qu'elle sera? Tout d'abord, comme je disais, elle s'inspire d'une multitude d'initiatives numériques à travers le monde. Elle tient compte des besoins et des opinions qui ont été exprimées lors des consultations régionales et va intégrer les pratiques prometteuses recensées dans la littérature scientifique. Donc, concrètement, que sera cette stratégie-là? Ça va être une plateforme web qui va répertorier, référencer et repérer toute l'information et les ressources pertinentes en lien avec la prévention du suicide. Cette plateforme web-là va être développée en 3 étapes particulières. Le premier volet, qui est le volet information et sensibilisation pour le grand public. Le volet 2, je vais y revenir dans le détail après. Volet 2, qui est un volet de service direct à la population, vulnérable au suicide et à leurs proches. Et le volet 3, qui va être le développement de services pour les ressources d'intervention présentes sur le terrain. Donc, le volet 1. Donc, information et sensibilisation pour le grand public. Donc, d'abord, c'est un site comme le site actuel de l'Association québécoise, comme le site actuel du ministère de la Santé, qui est le volet prévention du suicide, comme les sites de toutes les ressources d'aide en prévention du suicide. Ce sera un site qui va s'adresser à toute la population, spécifiquement les personnes en détresse, les proches inquiets, les personnes endeuillées,
les personnes concernées par une problématique suicidaire. On va retrouver du contenu informatif, mais psycho-éducatif. Donc, l'objectif, c'est que, en fait, nos concepteurs actuellement qui travaillent là-dessus, l'objectif, c'est vraiment de prendre la personne, peu importe sa condition, son besoin et sa réalité, c'est de la prendre à un endroit et de la faire cheminer pour être en mesure de lui apporter l'information ou le soutien dont elle a besoin. Donc, toute l'information disponible va être conceptualisée de cette façon-là. Donc, pas juste de donner l'information, mais d'éduquer les gens. Donc, en termes de contenu, bien évidemment, il y aura des présentations sur les signes, comment on aborde une personne qui est vulnérable au suicide, qu'est-ce que je fais si je suis en contact avec quelqu'un qui ne sent pas bien aller, c'est quoi les ressources d'aide. Il va y avoir beaucoup de contenu aussi qui va être sous forme de vidéo. Donc, pas juste des listes là, de choses à dire ou à faire, mais aussi des vidéos très courtes, très punchées, avec des gens qui vont venir expliquer rapidement comment est-ce qu'on peut agir en prévention du suicide. Donc, capsule vidéo psycho-éducative. On va pouvoir aussi utiliser le web pour faire des campagnes de sensibilisation. Donc, évidemment, on veut que la ressource soit, pas la ressource, mais on veut que le site web soit accessible, disponible, facilement référencé. Donc, on va avoir des stratégies en ce sens-là. Mais on va aussi coloniser, si je peux dire ça, les réseaux sociaux. Donc, on va avoir des stratégies là, pour être présent là, dans les lieux de fréquentation à grande échelle, donc les Facebook, Google, Instagram de ce monde. Donc, pour pouvoir justement être visible dans ces lieux-là pour attirer les gens vers le site web. On va évidemment y trouver des répertoires de ressources locales, régionales, nationales en prévention du suicide, donc on pourrait être en mesure de repérer rapidement. Et on va aussi avoir des guides, on va offrir des webinaires, des trousses à outils, là, donc de façon à ce que la personne puisse repartir, oui, avec des connaissances, mais aussi avec des outils qu'elle pourra utiliser dans son milieu et en fonction de ses besoins. Volet 2, c'est le volet service à la population. Donc là, c'est vraiment l'élément central, je vous dirais, là, c'est le volet central de la stratégie numérique. Hein. C'est quand le ministère nous a donné le mandat de mettre en place cette stratégie-là, c'est ce qu'il souhaitait, c'était le gros bonbon. Donc, ça va être un service d'intervention avec des intervenants formés en prévention du suicide, spécialisés en prévention du suicide, qui vont soutenir via clavardage et texto. Ça va être disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à la grandeur du territoire. Donc, ça va être des intervenants au bout du clavier. Donc, on a déjà des intervenants partout au Québec qui sont disponibles au téléphone. Donc là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir maintenant des intervenants qui vont avoir une expérience d'intervention, mais qui vont aussi être en mesure de transférer ces compétences-là du téléphone vers le clavier. On va devoir, par contre, développer, on ne prendra pas les intervenants actuellement et les mettre devant l'ordinateur du jour au lendemain. Évidemment, il y aura un processus d'acquisition des connaissances et des compétences pour être en mesure d'utiliser ce nouveau médium-là. La réalité de l'intervention en ligne est très différente que celle au téléphone. Il y a beaucoup moins d'informations disponibles pour l'intervenant et le comportement du patient ou du client est différent aussi. Donc, je vous donne un exemple très concret. On peut être en chat avec quelqu'un et là, tout à coup, on n'a plus de réponse. Fait que là, on ne sait pas où est cette personne-là. Est-ce qu'elle est allée se faire un sandwich? Est-ce qu'elle est allée répondre à un appel? Est-ce qu'elle est allée écouter son émission ou est en tentative de suicide? Donc, il y a une part d'incertitude qui est très grande avec laquelle les intervenants devront être en mesure de composer et d'apprendre à fonctionner. L'organisation, là, présentement, ce qu'on est en train d'envisager, c'est que le service va être opéré par des organisations qui ont déjà une expertise en intervention de prévention du suicide, donc principalement des centres de prévention du suicide. Là, les CPS ont été identifiés, il y en aura 3. Qui sont répartis, là, je dirais, dans la province et qui vont répondre tous en même temps à toute la province, de manière concurrente en même temps. Donc, dans 3 régions du Québec, là, il y aura des centres d'intervention en ligne pour toute la province. Donc, ce choix-là a été fait, en fait, d'abord pour une question de financement, parce qu'on n'avait pas la capacité de financer. Vous avez vu, là, 5 millions pour 10 ans, on va pas très loin avec ça. Donc, on n'a pas la capacité de financer tous les centres au Québec qui actuellement répondent à la ligne 186 appel. Donc, vous savez, là, dans chaque région du Québec, il y a une organisation qui est mandatée. Ici, c'est
Joly le faisait avant. Je pense maintenant que ça a été transféré au 6. Mais partout au Québec, le SCC s'appelle répondu. On aurait voulu être en mesure d'outiller l'ensemble de ces centres-là pour qu'ils puissent développer leur propre volet d'intervention en ligne. Mais d'une part, on n'a pas le financement pour le faire, et d'autre part, ça aurait été aussi beaucoup plus compliqué d'outiller 16 centres en même temps, plutôt que de commencer par 3 et éventuellement, quand la demande le justifiera, puis le financement permettra, qu'on puisse s'étendre à l'autre. L'autre élément aussi de fonctionner avec des organisations, plutôt que de créer un nouveau centre qui serait spécialisé juste pour l'intervention en ligne, l'avantage d'aller avec des centres déjà existants, c'était de pouvoir soutenir les pratiques également et de bénéficier de leur propre expérience et expertise pour nous aider à développer une meilleure service possible. Donc, voilà. Pour ce qui est de voler service à la population, l'intervention, c'est le gros morceau. Il y aura aussi, par contre, des groupes de soutien en ligne pour les personnes endeuillées par suicide. On a découvert, notamment par la littérature scientifique, que les forums de discussion pour personnes, notamment les personnes endeuillées par suicide, sont relativement efficaces pour apporter du réconfort et du support aux personnes qui ont vécu la tragédie. C'est l'autogestion par les pairs et ça a été efficace. Par contre, évidemment, il y aura un monitorage qui va être fait. Ça ne sera pas laissé à l'abandon. On va s'assurer que tous les commentaires, les propos qui vont être partagés sur cette plateforme-là seront évidemment préventifs, en guillemets. Mais on va commencer avec les endeuillés par suicide et on verra au fil du temps si on ne va pas étendre les sujets pour peut-être même ouvrir pour les personnes suicidaires. Il y a des initiatives actuellement qui se font dans le monde où des pairs PAIRS suicidaires communiquent ensemble sur des plateformes qui sont monitorées et là aussi on voit quand même des résultats intéressants. Donc on va observer ça et peut-être qu'on est en train de nous-mêmes dans le futur. Service d'orientation et référence. Donc dispositif d'auto-évaluation des idées suicidaires. Donc, il y aura, et ça revient aussi dans nos stratégies de repérage, il y aura des questionnaires en ligne qui vont être disponibles pour que la personne s'auto-évalue. Et en fonction des réponses qui ressortiront de ces questionnaires-là, la personne va lui offrir le service approprié. Donc, si tu as besoin d'informations parce que tu t'inquiètes pour un proche, peut-être que tu n'as pas besoin de parler immédiatement à l'intervenant. Donc, on va te référer vers la section du site web qui va te donner la bonne information. Par contre, si on démontre que tu as une détresse suicidaire, on va probablement te proposer rapidement de chatter avec un intervenant. Donc, ça va être un peu, je vous dirais, dynamique là, comme approche, à savoir que la personne va remplir le questionnaire, mais on va lui proposer quelque chose. On ne la laissera pas juste avec les résultats en disant vous êtes suicidaire, vous devriez peut-être penser à en parler à un proche. Comme les questionnaires généraux, ça va plutôt, on a des raisons de s'inquiéter pour toi, souhaiterais-tu parler à l'intervenant? Oui, parfait, on prend contact immédiatement avec l'intervenant. Programme d'autogestion de la santé mentale et des idées suicidaires. Compte tenu que, évidemment, les ressources sont limitées, c'est pas toujours possible d'avoir accès à des intervenants ou à des spécialistes dans le réseau de la santé rapidement. Pour les cas, je dirais, plus modérés, on va leur offrir des programmes, des outils d'autogestion via l'application téléphonique, via le site web également, qui pourront monitorer l'état de la personne, lui proposer des activités qui lui font du bien ou la mettre en lien avec des gens de confiance qui vont l'aider. Donc, il y a déjà des outils qu'on est en train de négocier pour acquérir qui ont été évalués ailleurs dans le monde, qui ont démontré une efficacité. Donc, on va également composer ça. Et justement, l'application mobile dont je vous parlais, qui va contenir des outils de monitorage de l'état mental et de la sécurité virtuelle. Donc, par exemple, on pourrait proposer, soit via la plateforme web, même les intervenants dans le milieu, ou les médecins, les psychiatres, les psychologues, d'utiliser l'application qui va être des plans de sécurité en ligne, dans lequel on va identifier les personnes que tu peux appeler si tu ne vas pas bien. Donc, le téléphone va se faire automatiquement, qui régulièrement, le téléphone va te poser des questions. Comment ça va aujourd'hui? Ça va moins bien? Qu'est-ce qui ferait bien? Voici des activités. Donc, on va préprogrammer ces applications de sécurité-là qui vont venir accompagner la personne, mais qui pourront aussi alerter les ressources d'aide si jamais une personne pourrait être en situation d'intense vulnérabilité.
Donc ça, c'est le volet service. Et le dernier volet, le service aux ressources sur le terrain, qui va être plus difficile, qui va être plus long à implanter, parce que là, ça demande vraiment la mise en place d'une trajectoire de soins et de services pour des personnes suicidaires, mais qui, à notre avis, va vraiment apporter une plus-value à la population. Donc, c'est d'offrir un système de pairage entre les internautes vulnérables et les ressources locales. Donc, par exemple, si une fois qu'une personne aura reçu son intervention en ligne, puis l'intervenant considère que la personne aura besoin de plus, on va l'inviter à se mettre en lien avec une ressource dans sa communauté, dans son milieu. Donc, ça pourrait être un intervenant en prévention du suicide, ça pourrait être un intervenant en dépendance, ça pourrait être directement avec le réseau de la santé. Bref, l'idée, c'est de dire, voici le besoin qu'on a identifié pour toi, veux-tu qu'on te mette en lien avec cette organisation-là? Et on crée le pairage de l'individu avec l'organisation sur le terrain. Donc, c'est très complexe, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps, mais on souhaite, dès l'année prochaine, je vous dirais, développer un partenariat avec une région pour faire un projet pilote et éventuellement étendre le service à la grandeur. Donc, mécanisme de monitoration de l'état psychologique des usagers en suivi. Donc, ça sera possible pour des intervenants de prendre des rendez-vous avec leurs clients directement via les outils qu'on va mettre à leur disposition. Ça, c'est un exemple. Outils de repérage par les questionnaires d'auto et évaluation en ligne, ça j'en ai parlé. Et idéalement, éventuellement aussi, c'est de mettre en lien, mettre en réseau des communautés de pratique. Donc, je vous donne par exemple les intervenants au Québec là, qui ont suivi la formation Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide des bonnes pratiques. Il y en a 24 000 personnes qui ont suivi cette formation-là depuis 10 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur permettre d'utiliser cette plateforme-là comme lieu de rencontre pour partager les pratiques plutôt que des fois d'attendre avant de pouvoir parler à son formateur qu'on a vu il y a 4 ans et qu'on ne sait plus dans quelle organisation il est rendu. De donner accès aux intervenants, de dire voici des ressources, des outils que vous pouvez utiliser pour poursuivre votre formation, puis de discuter avec des pairs sur le terrain. Donc ça pourrait être une autre opportunité. Donc si je poursuis, et là plus encore, ça fait partie de l'éventuel des possibles qui, quand on sera bien avancé, puis qu'on pourra aller plus loin, on voudrait intégrer des sections adaptées aux besoins des populations vulnérables, dont les hommes, communauté autochtone, Inuit. Par exemple, ça serait, en fait, il est fort probable, parce qu'on est en discussion notamment avec les communautés Inuit actuellement, que la plateforme va être traduite, oui, elle va être disponible en anglais et en français, ça c'est la première chose, mais il va probablement avoir une section avec une adresse en Inuktitut, pour laquelle les Inuits pourront directement se connecter sur la plateforme avec l'information dans leur langue et de parler avec un intervenant Inuit. Donc, qui va faciliter le pairage. Les gens, les Inuits ne sauront pas qu'ils sont sur la plateforme du Québec. Ils vont être sur une plateforme pour le Nunavut, mais qui va être hébergée à le site web. Donc, ça, c'est des éléments qu'on est en train d'évaluer. Fonctionnalité visioconférence. Donc, pourquoi, par exemple, l'intervention ne pourrait pas se faire un juste milieu entre le téléphone et le chat et texto, donc rajouter l'élément visuel. Donc, ça peut, ce qui pourrait aider au travail d'intervenant. Étendre l'accès aux outils de suivi de monitorage à différents intervenants psychosociaux professionnels de la santé. Donc, on ne veut pas que ce soit juste pour les intervenants en prévention du suicide spécifiquement. Mais les psychologues, les médecins, les intervenants en dépendance pourraient, par exemple, les intervenants jeunesse, pourraient aussi bénéficier de ces outils-là. Développer des passerelles virtuelles entre la plateforme, donc c'est ça, développer des passerelles virtuelles entre la plateforme web qui va être pour la prévention du suicide et d'autres services d'intervention et de référence, donc ce que je disais en matière de pairage, et héberger des formations en ligne et communautés de pratique. Donc, ça pourrait être aussi un lieu de formation. On a actuellement, on travaille d'ailleurs avec le CIS Estrichus, pour développer une version en ligne de la formation d'intervention. Donc, sont en cours actuellement, donc on pourrait héberger ces formations-là sur la plateforme de toute façon que les gens, même chose pour la formation Sentinelle dont on parlait tantôt, on voudrait développer une formation Sentinelle en ligne pour les internautes. Donc un internaute par exemple qui se retrouve sur Facebook par exemple, lit un message qui peut-être a double sens ou qui n'est pas très clair mais qui pourrait être inquiétant. Donc à ce moment-là, souvent on a des gens qui nous interpellent nous via Facebook, qui nous donnent des messages, j'ai lu ça, si je devrais être inquiet, qu'est-ce que je fais? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer déjà des formations à l'intention des internautes
quelque chose de relativement accessible, assez rapide, et qui permettrait à l'internaute d'être bien outillé pour réagir immédiatement à une personne qui tend la main, une personne qui pourrait partager les informations qui sont. Donc, en termes d'échéancier, la phase 1, on est en développement. En fait, on a déjà embauché la firme il y a quelques mois qui a commencé le travail d'identification des personas. Donc, on s'est questionné qui seront les gens qui vont fréquenter le site web, quels seront leurs besoins. Donc, on s'est mis, il y a des exercices qui ont été faits de se mettre dans la peau de ces gens-là, on identifie les besoins. Donc, ce travail-là pour identifier la clientèle a été fait, l'expérience, en fond, ce qu'on appelle le UX, l'expérience vécue des utilisateurs. Donc, par exemple, si la personne est suicidaire, évidemment, son comportement sur le site web ne sera pas le même qu'une personne qui a besoin d'informations. Donc, il faut que le site web soit en mesure de bien donner l'information à la bonne personne selon son contexte. La phase design est amorcée. Les rédactions du contenu, des contenus est amorcée. On est en réflexion sur la mise en marché aussi. Cette plateforme-là va avoir un nom. Je ne peux pas vous le dire encore, mais on veut un nom accrocheur qui va faire en sorte qu'il va être facile à référencer sur Google, sur les outils de référencement, et que les gens vont comme tout de suite cliquer et dire OK, sachant que si je m'en vais à cette adresse-là, je vais avoir l'information dont j'ai besoin. Donc ça, c'est en cours. Donc on souhaite là, quelque part à la fin du printemps, pendant l'été, qu'on soit en mesure d'annoncer la plateforme de la mettre en ligne. On a aussi démarré les travaux pour le volet 2. Donc présentement, on veut développer les outils que les intervenants vont utiliser pour pouvoir faire l'intervention en ligne. Donc évidemment, il y aura une interface web, il y aura un dossier d'intervention à créer, il faudra héberger tout ça. Il faudra qu'on enseigne des techniques de clavardage en contexte d'intervention. Donc, présentement, on est vraiment en train de développer ces outils-là. On a désigné les organisations mandataires qui vont mettre à notre disposition des ressources cliniques, des intervenants pour développer ces contenus-là, pour faire les tests également d'appropriation et des techniques. Donc, le développement technologique aussi s'avance là, parce qu'au-delà des compétences des intervenants, il faut aussi avoir une infrastructure qui fonctionne. On pense s'arrimer au système téléphonique là, des organisations mandataires de la ligne 166 appel, parce qu'ils vont avoir un nouveau système téléphonique qui va permettre le chat. Donc, on devra aussi intégrer là, nos logiciels pour que ça fonctionne de cette manière. Le modèle, rapidement, le mot sur le modèle, parce que c'est une question qui est très importante. Oui, on va offrir un service 24/7, mais comment ça va marcher? Donc, on avait malheureusement difficilement la capacité de se baser sur des données concrètes pour évaluer ça va être quoi l'achalandage, ça va être quoi les besoins en intervenant. Donc, on a décidé de se baser sur le modèle ontarien, où actuellement, pendant une période de 12 heures par jour, tu as un équivalent temps complet de 8 intervenants disponibles. Donc, mais c'est une moyenne, il y en a peut-être moins la nuit, il y en a peut-être plus sur l'heure du souper, par exemple. Donc, on a décidé de faire notre modèle en fonction d'une disponibilité moyenne de 8 intervenants pour le Québec au complet. C'est pas beaucoup, sachant que la ligne 866 appelle, je pense que c'est à peu près 40 à 50 intervenants qui sont disponibles en tout temps actuellement. Donc, on va offrir le même service en ligne, puis on travaille avec 8 intervenants. C'est pas évident. Fait qu'on a quand même, vu les budgets dont on bénéficie, on a quand même, puis que l'Ontario, cette expertise-là, donc on s'est basé là-dessus pour faire notre modèle. Mais on sait, parce que c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs dans le monde, il va y avoir surcharge rapidement des demandes de soutien. Donc à ce moment-là, en fonction de cette progression-là, on devra s'ajuster, peut-être étendre la couverture, mais on va y aller à l'utilisation parce que, évidemment, présentement, on va être en démarrage, puis on ne connaît pas encore malheureusement quel sera cet achalandage. Et le volet 3, bon, c'est moins avancé. Je dirais le développement de ces produits, ça s'amorce en 2019, après le lancement du service d'intervention en ligne. Donc l'échéancier puis les outils qui vont être à livrer vont être vraiment tributaires de l'avancement des 2 autres phases avant. Donc si ça va bien pour les phases 1 et 2, à ce moment-là, on va peut-être accélérer la 3e phase, sinon on va prendre un peu plus de temps. Mais cela dit, compte tenu qu'il y a une nouvelle tournée d'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide qui va s'organiser au Québec
d'ici les 12 prochains mois. Nous, on va profiter de cette démarche-là pour identifier une région qui va être partenaire avec nous pour développer le volet 3 en projet pilote. Voir comment est-ce que ça peut fonctionner, puis une fois qu'on aura bien avancé ça, ben, on va l'étendre à d'autres régions. Donc, je vous dirais, en conclusion, on est très ambitieux. On n'a pas nécessairement encore tous les moyens de cette ambition-là, mais on veut quand même voir aller loin parce qu'au Québec, on a quand même une tradition de prévention du suicide qui est bien implantée, qui est bien ancrée, et on souhaite vraiment continuer là, à développer les compétences de nos intervenants, à faire plus rejoindre davantage de gens, ce que la plateforme, la stratégie numérique de l'environnement nous permet. Et on est convaincu qu'à moyen terme, on va être capable d'aider beaucoup de gens qui actuellement ne sont pas rejoints par les moyens traditionnels, soit à l'intérieur du système de santé ou par le réseau communautaire. Merci. Avez-vous des questions, des commentaires, des préoccupations en lien avec ce projet-là? Moi, j'avais un commentaire parce que j'ai travaillé pendant beaucoup de temps sur l'accessibilité des services de la santé et des services sociaux au niveau des communautés anglophones. Parce que souvent, quand les anglophones sont en crise, malheureusement, un service en français ou quelqu'un qui baragouine l'anglais, c'est pas assez. Et justement, il y avait comme un running gag autour de la table que si tu avais pu te suicider, si possible, fais-le entre 14 et 16 heures. Tu vas peut-être avoir un étudiant qui est pas payé en anglais. Mais les démarches avec l'autre Bishop, entre autres, du Collège Champlain, pour essayer de voir si tu peux pas inciter les étudiants justement en psychologie, ou en éducation, des domaines connexes, éducation spécialisée, voir s'ils ne peuvent pas avoir le training pour éventuellement joindre justement le centre d'appel, je sais plus c'est lequel là. Puis souvent, ce qui est référent soit dans des centres d'appel de Montréal ou d'Ontario qui n'avaient pas les connaissances du territoire. Par exemple, on parlait tantôt justement de. Moi, ça m'a aidé, moi je tripais sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point ça serait pas plus bénéfique d'avoir une intelligence artificielle qui répond dans ta propre langue. Puis je pense aussi aux communautés qui arrivent, exemple, d'avoir un aide en arabe, un aide, tu sais, comme on cible certaines langues qui sont majoritaires espagnoles, ces choses-là. L'intelligence artificielle, je trouvais trippante dans cette optique-là, que tu as quelqu'un qui est en crise, qui a besoin de sa langue maternelle, non pas de sa deuxième langue. Donc, c'était juste un petit commentaire que je voulais faire, que je trouvais intéressant, qui a peut-être arrêté d'avoir peur de la technologie. Puis je me posais la question, dans le monde qui ont été consultés, il y avait quel âge en moyenne aussi? Je vais laisser José répondre à ce volet-là, mais pour petit aparté par rapport à la langue, effectivement, c'est un enjeu, puis pour nous, dès le départ, on a identifié qu'il faudrait que le service soit bilingue. Ben, on le voit en partie avec tout l'effort qui est fait pour un multiscout, ce que je félicite en passant, je suis souligné, c'est vraiment merveilleux. Puis ça, je suis sûr qu'on pourrait même aller l'étendre après ça, une invite de l'autre côté. C'est possible. On essaie vraiment d'être, encore une fois, le plus innovateur, mais en même temps, à l'écoute des besoins des communautés. On va développer ça avec les communautés du Grand Nord. On ne le fera pas, nous, en vase clos. Donc, c'est ça qui n'est pas évident actuellement. C'est vraiment de créer cette alliance-là pour après ça développer. Mais les intérêts ont été déjà identifiés, puis ils savent où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Puis une volonté aussi de collaborer, mais ce n'est pas encore bien ancré. Pour l'anglais, ce qui est sûr et certain, c'est que le quart des intervenants en service devront être bilingues parfaitement. Donc, pour assurer une réponse en anglais immédiatement. Et pour les autres langues, effectivement, c'est même au Canada, parce qu'il y a un service équivalent qui est en train de se développer pour l'ensemble du Canada, sauf le Québec. Et il y a cette volonté-là aussi là-bas d'être capable de répondre à. Le problème, je dirais, le plus important d'ailleurs au Canada, d'être capable de répondre en plusieurs langues, parce que justement, comme tu dis, c'est tout à fait vrai. Si ça va mal, il faut que tu sois capable de t'exprimer dans ta langue. C'est plus facile. Donc, l'intelligence artificielle, on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'on n'est pas en train d'avancer, mais c'est certain que je vous parlais tantôt du surplus d'achalandage. On sait que ça va arriver. Donc, sans dire qu'on va offrir des interventions via l'intelligence artificielle, on va quand même faire du triage. Donc, dès qu'une personne va demander le soutien par le service d'intervention en ligne, on va quand même, avant de mettre un intervenant en relation, on va poser des questions pour voir c'est quoi le besoin de la personne, c'est quoi la priorité. Si c'est une personne qui se pose des questions, qui aimerait ça, qui veut savoir certaines choses spécifiques, on va peut-être plus l'orienter vers une page web où ils vont trouver la bonne information de façon à ne pas surcharger le système qui, lui, doit aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Par contre, si une personne est en
tentative de suicide, par exemple, parce que ça arrive des fois, bien évidemment, cette personne-là devra être immédiatement référée à un intervenant. Puis la ligne 186 appelle actuellement, elle fonctionne bien dans ce sens-là. Il va falloir que nous aussi, on soit capable de répondre au même niveau avec les personnes suicidaires. En lien avec l'âge des participants, par rapport au sondage qui a été fait auprès de la population, on visait les personnes de 15 ans et plus. C'est sûr qu'il y a une limite pour les jeunes qui ont moins de 15 ans. C'est ça qu'on disait, c'est vraiment d'aller voir dans la poursuite de la stratégie, c'est vraiment d'aller cibler les besoins des jeunes en particulier. Mais ce qu'on peut dire dans le fond, c'est que il y a une attention particulière qui a été portée pour les hommes de 35 à 54 ans, les personnes bisexuelles, les personnes autochtones, les jeunes de moins de 18 ans, mais il n'y avait pas beaucoup de réponses nécessairement. Donc, par rapport à l'âge comme tel, je ne pourrais pas vous dire exactement là, dans le sondage, à la population. C'est vraiment par rapport à la résistance au numérique et tout ça. Puis là, en ce moment, on vit un bouleversement de changement de génération parce qu'il y a des départs massifs, une entrée massive des milléniaux aussi dans le système. Donc, je voyais peut-être un clash, puis c'est dommage, je trouve que ça a été établi en 2014 quand on était, je pense, au top de l'entrée en matière, qu'on a été encore plus avant-garde. C'est gouvernement, puis ce qui est quand même drôle, c'est que c'est à cause du président de la campagne du Parti libéral qui a dit non. Que là, lui est vu que c'est le top. Je sais pas pour la petite histoire, je sais pas si. Je sais que l'intervention d'Alexandre Taillefer a eu un impact. Je ne sais pas par contre si c'est lui qui a dit au gouvernement à l'époque mettez de l'argent et faites-le. Mais ça l'a influencé, c'est sûr. Mais il y avait déjà quand même un contexte qui était favorable à ça. Je manque quelque chose à dire aussi. Oui. J'ai vu une thématique différente. Je me demandais, en Ontario, quand ils ont ouvert le clavardage en ligne, est-ce qu'ils ont vu les lignes d'écoute décharger un peu? J'ai pas la réponse pour l'Ontario. Par contre, je l'ai pour les États-Unis. Okay. Les États-Unis, il y a beaucoup de centres. Là. La manière dont c'est organisé aux États-Unis, c'est Lifeline. Et Lifeline offre à la fois le service téléphonique et le service en ligne. Et c'est décentralisé dans les États. Et ce qu'ils ont vu, à partir du moment, puis le service s'est pas implanté, le service numérique s'est pas implanté en même temps partout. Ça a été vraiment graduellement, au fur et à mesure que les centres étaient prêts à aller de l'avant. Mais ce qu'ils ont perçu là, au fur et à mesure qu'ils implantaient les centres, c'est qu'il y avait une demande importante en ligne, mais qu'il y avait une augmentation malgré tout des appels téléphoniques. Donc, ce qu'on interprète de ça, c'est que ça nous permet de rejoindre davantage de gens. Et ça fait connaître, c'est exactement ça, et ça stimule les autres services. Donc, c'est un enjeu parce que il faut être capable de leur répondre, mais là, ça va amener davantage de gens dans les services. Donc, comment est-ce qu'on va être capable de soutenir davantage? Et ça, malheureusement, moi, je n'ai pas la réponse. Mais le ministère devra composer avec ça, parce que je comprends, par exemple, prenons un centre de prévention du suicide, si la personne est à Joliette, puis là, à Clavert, puis là, elle va vraiment pas bien, ils vont dire, écoute, tu veux-tu parler à un intervenant, ça peut être important que tu ailles dans ton centre de prévention du suicide, veux-tu qu'on te mette en lien avec eux autres, ils vont te rencontrer? Bien là, ça veut dire que c'est moi qui redirige une personne vers le centre de prévention du suicide. Le centre de prévention du suicide va me dire, écoute, je suis déjà à pleine capacité, si tu m'envoies régulièrement de nouvelles personnes, je vais diminuer la qualité de mon service. Donc, et ça c'est un enjeu qu'on a identifié au ministère. Il faudra voir comment est-ce qu'on va être capable de gérer, parce que si, d'un autre côté, nous, on crée davantage de pression dans le réseau, est-ce qu'on va aussi bien aider les gens? Je me questionne. J'ai l'impression que les gens qui appellent, mais qui vont peut-être plus maintenant utiliser ce service-là, vont faire plus rapidement. Ils vont faire plus rapidement. C'est ça. Et plus souvent aussi. Ça, c'est un autre élément qu'on a observé, c'est que les gens, c'est une manière de communiquer plus facile, qui répondent d'ailleurs aux jeunes, puis c'est ça d'ailleurs que je voulais ajouter tantôt, c'est que c'est beaucoup les jeunes qui utilisent ça, particulièrement les jeunes filles. Mais l'observation ailleurs, c'est que plus ça avance, plus ça grandit. Et les jeunes générations actuellement vont conserver ces moyens de communication-là en vieillissant. Donc, il va y avoir éventuellement une bascule où ça va être plus majoritaire en ligne puis moins important au téléphone. Mais à court terme, à notre avis, ça devrait augmenter dans les deux services. Puis mon autre question, peut-être que vous incluez ça dans les réseaux sociaux, mais ici, au Tremplin, il y a beaucoup de gamers. De gamers en ligne. Est-ce que ça fait partie des endroits où vous allez comme essayer de... On n'a pas encore... on est conscient de ce besoin-là. On n'a pas encore de stratégie spécifique. Mais oui, la question du gaming, sans dire nous inquiète, mais... c'est vraiment un endroit où il faut aller joindre ces gens-là qui communiquent.
pas vraiment avec d'autres êtres humains que les autres personnes avec qui ils jouent à la Nous, Exactement. on est chanceux d'être ici, on peut leur parler, mais des jeunes comme ça, il y en a plein à Sherbrooke. Ça va mettre dans le réseau. Ben, c'est ça, tu sais, qui ne sont pas nécessairement sur Facebook puis sur. Il y a des initiatives intéressantes, par contre, qui viennent des communautés de C'est ça. gamers. Mais Twitch, c'est dessus, moi je connais pas Twitch, ça. c'est comme un YouTube de streamer dans le fond, puis dans le fond, C'est un réseau social ou? Ben, c'est comme un YouTube, mais de streaming, de gens qui sont en train de jouer aux jeux vidéo. Fait que dans le fond, souvent, la meilleure façon, c'est de payer de la pub sur Twitch ou de payer, mettons, des gens qui sont là-dessus, mettons, du Québec, qui sont super populaires pour qu'ils puissent faire un 2 minutes qui en parler ou d'essayer de convaincre des gens. On est plus dans la stratégie d'influenceur. C'est ça que je vois, moi, à part la pub, il n'y a pas de façon d'aller s'immiscer là-dedans. On a été interpellés, nous, par des gamers qui justement voyaient un besoin par rapport à ça, puis qui souhaitaient agir. Donc, ils nous demandaient qu'est-ce que je peux dire, où est-ce que je réfère. Donc, déjà, je pense qu'une partie de la solution va être là, c'est vraiment de travailler avec la communauté. Oui, d'avoir des alliés. D'avoir des alliés, puis d'influenceurs. Il y a des stream auto présentement, là, des gens qui font des compétitions de jeux vidéo, puis pendant qu'ils font leur compétition, il y a des gens qui font des dons pour sensibiliser à la cause, puis bon, ça nous permet de donner de l'information. Fait que ça va faire partie, mais présentement, là, à l'intérieur de la stratégie numérique en tant que telle, on n'a pas encore abordé ce volet-là. Les différents événements qui vont y aller, genre console Ouais, qui vraiment des noms, c'est le genre de place, je pense que ça peut être intéressant dans les Sherbrooke. Tu as aussi toutes les commencent à avoir des concentrations e-sport, entre autres, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des places où si tu formes des gens justement qui vont être sur cette plateforme-là et qu'eux vont pouvoir faire de repérage, j'en parlais de Sentinelle 2.0, mais ça devient intéressant justement d'aller chercher ces types de personnes-là, faire des partenariats aussi avec les compagnies. La Fédération des sports électroniques du Québec aussi s'est dotée d'un guide d'éthique en matière de plusieurs éléments, mais incluant des aspects de santé mentale à l'intérieur. Ils ont abordé là-dessus. On veut dire les bonnes choses. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience actuellement dans cette communauté-là, sachant qu'il y a une détresse importante parfois et qu'ils peuvent jouer Ils un sont rôle. très isolés au niveau des méthodes traditionnelles d'intervention. C'est pas eux qui viennent cogner à la porte du bureau. Souvent, ils ont Internet, mais ils n'ont pas le téléphone. C'est vraiment ça qui va réussir à rejoindre. On espère. Je te dirais même, pour avoir travaillé longtemps en campagne, de plus en plus les gens vont avoir seulement Internet et pas le téléphone parce qu'ils vont se doter de téléphone IP avec la télévision, genre Netflix à la place, parce que ça va être moins cher de se payer l'Internet à 89 que de se payer tout le forfait complet à 150. De plus en plus, on voit beaucoup de monde qui sont plus ça. Pas d'autres questions? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment ça. Je trouve que c'est comme ça va pointer vers un endroit, là, tu sais. Ils vont pointer après ça, mais tout va être rassemblé. On ne se substituera pas à ce qui se fait déjà, mais on veut vraiment, comme tu dis, concentrer toute l'information préventive et proposer de nouveaux outils. Je vous invite, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, l'infolette de la stratégie numérique. Vous pouvez aller sur le site web de la QPS. QPS.info, section stratégie numérique, une infolette, il y a de la documentation, comme je vous disais, toutes les études, les revues de littérature scientifique, pratiques prometteuses, tout ça est répertorié. Et on va, au fur et à mesure du développement des travaux, là, on va activer notre infolette pour informer la population des développements des travaux. Il y a vraiment des avantages de l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'il faut penser au fou que ça planète. Je regarde Desjardins, je connais des gens chez Desjardins, puis de plus en plus Desjardins focus sur l'intelligence artificielle. Et puis les gens ils s'adaptent. C'est sûr qu'il y a une génération qui sont vraiment pas adaptés à ça, puis qui ne seront jamais, parce qu'ils sont trop partie de cette génération-là, mais les nouvelles générations qui sont prêts à ça, ils comprennent très bien Ils n'ont pas le choix, les ressources sont limitées, les humains, il y en a de moins en moins qui sont disponibles pour faire ce travail-là. Donc, on s'adapte. Oui. C'est comme une génération plus âgée. Là. Moi, je regarde maintenant mon père, c'est adapté super facilement à Facebook. Puis, c'est comme. Peut-être qu'on sous-estime le fait qu'on verra là, quand on évaluera là, les suites, l'âge des personnes. Moi, chez Desjardins, le plus grand, les plaintes, le groupe d'âge, c'est vraiment 60. C'est comme ça. Il ne faut pas sous-estimer l'utilisation des autres risqués du virage. Mais en même temps, je dirais, Facebook vient de fêter son 10e anniversaire.
ça a été créé pratiquement il y a hier. Là. Ouais. Le premier iPhone a été créé en 2004. Fait que qui pensait qu'aujourd'hui on serait avec des tablettes en train de pouvoir être partout sur Internet, à gauche, à droite, et que le Wi-Fi partout. Fait qu'en même temps, si on prend pas ce virage-là, on va être où chaque. C'est pour ça que je disais tantôt, depuis 2014, on a été encore, pour moi, le 4-5 ans, il est énorme parce que en 4-5 ans, Twitch n'existait pas, comme on a parlé. Il y a plein de plateformes qui n'existaient pas. Tout est en train de changer, ça change tellement vite que plus qu'on prend du retard, plus que ça prend du temps à rattraper ça. Mais je pense que je te dirais, là, je suis à 75% convaincu que vous me réinvitez ici dans 5 ans, puis je vous fais un bilan, là, et ça sera même plus ça. On va s'aligner sur autre chose parce que les besoins évoluent tellement vite qu'il va falloir qu'on s'en aille. C'est le grand enjeu. Mais c'est une belle amorce pour pouvoir suivre qui n'existait pas. C'est ça, exactement. C'est partir de quelque part. Merci beaucoup. Merci.